Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur le www.bigradio.fr. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche 24 juin 2012. Et à la une cette semaine, bien sûr, dans cette édition plus culturelle, nous reviendrons sur la toute nouvelle tablette qui a été créée par Microsoft et Steve Ballmer refait donc Surface, puisque c'est le nom de la tablette, là, Surface, on en parlera. Et puis on parlera également de Windows 8 qui a été dévoilé le 20 juin. Nous parlerons de Windows Phone 8 plus précisément. On parlera également d'un renouveau musical français, c'est Mustang et la femme. On écoutera un extrait et on verra leur clip si nous devons regarder à la télévision. Et puis enfin, dans notre page média, nous parlerons de la crise qui est ouverte à la rédaction nationale de France 3. Et puis Marie-Christine Patoureau refermera bien sûr cette émission comme chaque dimanche et elle nous parlera de culture espagnole. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour le grand journal en direct sur Big Radio. Et oui, on attendait une conférence surprise d'Apple, on en a parlé la semaine dernière pour la présentation de l'iPhone 5 avant l'été. Et bien finalement c'est Microsoft qui a animé le mois de juin, puisque le géant de l'informatique a présenté lundi soir à Los Angeles une toute nouvelle tablette tactile. À la surprise générale, fonctionnant sur le futur Windows 8, cette tablette Surface porte le même nom que la tablette tactile géante proposée par Microsoft depuis quelques années. Le directeur général de la firme, Steve Ballmer, a assuré l'essentiel du spectacle sans pour autant dévoiler le prix ou la date de disponibilité des nouveaux produits. Il y a quelques jours, le site de Forbes publiait un article au vitriol affirmant que Steve Ballmer est le pire patron du monde. L'homme aurait dû être licencié pour profiter de sa fortune au lieu d'empêcher les investisseurs et les employés de créer la leur, affirmait l'article. Microsoft est resté une entreprise dédiée au PC, rien d'autre, et a abandonné le logiciel Zune, sa tablette Microsoft et CE et d'autres produits mobiles, ajoutait le texte que l'annonce d'hier contredit frontalement. Avec l'annonce de la tablette Surface que personne ou presque n'avait vu venir, si l'on écarte les rumeurs qui courent depuis les années, Microsoft et Steve Ballmer ont prouvé qu'ils peuvent encore surprendre. Certes, Surface arrive 2 ans après l'iPad et va souffrir de ce retard, mais elle pourrait enfin être un véritable concurrent à la tablette d'Apple. Malgré les échecs des baladeurs Zune et des téléphones Kin, Microsoft a eu une bonne réputation de fabricant qui contraste avec son image plus nuancée comme éditeur de logiciels, notamment Windows. Les premières images de la tablette semblent encourageantes, avec quelques idées intéressantes, dont ce clavier qui est intégré à la housse de protection. Mais il faudra attendre Noël pour savoir si les consommateurs sont au rendez-vous et si Steve Ballmer a réussi son pari. Un échec pourrait lui coûter sa place de président. Et puis tiens, également un Windows Phone 8 a été dévoilé en début de semaine également dans cette même conférence à peu près d'un jour à l'autre. Et bien Microsoft Windows Phone 8 se rapproche toujours bien sûr un peu plus de Windows 8 avec de nouvelles tuiles, ainsi que maintenant le paiement sans contact, le NFC, qui vous permettra avec un Windows Phone 8 de payer avec votre téléphone, par exemple à la boulangerie ou encore au supermarché. Voilà donc pour l'affaire Microsoft cette semaine. Et voilà, c'était une grosse semaine pour Microsoft qui cherche à séduire tous les développeurs. Et justement, découvrez la démonstration de cette tablette Surface.
Voilà pour l'essentiel de cette actualité high-tech, même si on a pu remarquer également cette semaine le rachat de Face par Facebook. Face est en fait un petit logiciel, une petite application qui vous permet de reconnaître vos amis par une reconnaissance faciale, par un visage. Et puis on avait également dans l'actualité cette semaine Orange qui a ouvert la 4G à Marseille pour les salariés du groupe ou encore les testeurs professionnels, ce qui a permis donc à Orange de montrer des prototypes d'appareils qui auront la 4G plus tard. Il y avait notamment des tablettes Samsung et puis le Wi-Fi gratuit qui a été inauguré mardi matin dans le métro parisien. Voilà donc pour cette actualité high-tech bien chargée cette semaine. Et tout de suite on passe à la culture. Et oui, on parle de culture dans le grand journal bien sûr, avec deux groupes qui ont fait un renouveau musical. Et oui, c'est le groupe Mustang et le groupe La Femme. Depuis 2010, premièrement, on va revenir sur le groupe La Femme qui a creusé son trou dans le paysage musical français et sa réputation n'est d'ailleurs plus à faire. Après avoir été nommé Espoir 2011 par les Incorruptibles, ils enchaînent depuis 1 an et demi des concerts et enregistrements. Un travail non-stop, précise notamment Sam, un des claviéristes du groupe. Mêlant énergie, punk, guitare, surf, froideur, new wave et parfois même influences techno, un visuel étudié et fédérateur, La Femme s'affirme comme un groupe indépendant au sens propre du terme. De l'enregistrement au clip, en passant par les t-shirts sérigraphés ou les pochettes des disques vendus lors des concerts, ils font tout eux-mêmes. L'éthique do it yourself est poussée au maximum. La formation à géométrie variable allie de savants dosages pour un résultat impressionnant et entêtant, tant en studio que sur scène où elle fait quasi salle comble. Jusqu'à aujourd'hui, La Femme papillonne et collabore avec différentes petites maisons indépendantes pour sortir ses disques, refusant de se rattacher à un gros label. Mais après la sortie de déjà 2 EP en vinyle et numérique, le groupe maintient le buzz et s'exporte en Angleterre, en Europe, après avoir même conquis les États-Unis l'an dernier. Ils travaillent en ce moment sur leur premier album. Et puis deuxième groupe qui est le groupe Mustang. De son côté, formé en 2006 à Clermont-Ferrand, il partage tout simplement les mêmes valeurs et influences. Signé en licence chez Sony et sur le micro-label Arag, le trio affirme lui aussi son indépendance, mais ne se fait pas assez confiance pour tout faire lui-même, nous dit Jean Felzin, chanteur. D'où le choix de Mustang de signer à la fois avec une major et un micro-label. En 50-50, on travaille et on enregistre. Puis Sony se charge de nous distribuer et de nous promouvoir. J'en reproche cependant au système sa lenteur et ses limites de budget, sans toutefois regretter la liberté et la visibilité que leur apporte cette combinaison. Ambitieux, les 3 Clermontois font renaître la classe rock'n'roll des groupes français, comme les Dogs et la variété française de Paul Naref ou Gainsbourg en 2009. En 2009, le groupe associatif Rock'n'Roll Flighties, aux influences électroniques du groupe Suicide dans son premier album A71, un mélange fructueux assorti à une écriture de qualité de plus en plus difficile à trouver dans le paysage musical français actuel, et dont l'ironie et le piquant font parfois penser à la chanteuse anti-Yéyé Stella. Multipliant des influences, la force de Mustang et de La Femme est d'arriver tout simplement à les digérer tout en restant de leur temps grâce à leur sens des réalités. Leurs compositions sont originales, insufflent un vent de fraîcheur dans le paysage musical français et leur prédisent un avenir radieux, quel que soit leur moyen d'affirmer ce succès grandissant. Et justement, je vous propose d'écouter un titre de Mustang, c'est La Femme au petit pois. La princesse au petit pois, dans les récits contés,
c'est clair avec toi. Voilà donc pour La princesse au petit pois de Mustang. Et voilà pour notre page culture. On passe à présent à la page médias pour terminer, avant Marie-Christine Patoureau bien sûr, et nous parlons de Rémi Filmin à France 3 qui était déjà sous le feu d'un tir nourri des lobbies en tout genre, doit affronter un nouveau problème. Thierry Tuillier, son homme de confiance sur l'info, vient de subir le désaveu d'une large majorité de journalistes de la rédaction nationale. À l'issue du scrutin, la motion de défiance face à son projet éditorial a recueilli 74% des suffrages exprimés, soit 120 bulletins. Sur 201 inscrits, le taux de participation a atteint 80,6% et la Société des journalistes considère que les résultats sont sans équivoque. Thierry Tuillier n'est plus un interlocuteur légitime, il doit partir, exige-t-elle, réclamant la nomination d'un nouveau directeur de l'information indépendant de France 2 avec un projet éditorial ambitieux. Voilà donc pour cette crise qui est ouverte à la rédaction nationale de France 3 et surtout à la rédaction de l'information. Tout de suite, vous retrouvez Marie-Christine Patoureau et ses news espagnoles. À tout de suite. Voilà, vous êtes sur Big Radio, dans le grand journal, bien sûr, dans cette toute nouvelle formule. Ça fait maintenant à peu près 3-4 semaines qu'on a changé de formule. Mais les voix ne changent pas et Marie-Christine Patoureau est toujours là avec nous. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Martin, bonsoir tous. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien, oui. Avec le beau temps, c'est bien. Avec l'été qui est arrivé cette semaine, oui, 21 juin. Tant mieux parce qu'on en avait besoin. En Espagne, tiens, le 21 juin, parce qu'il y a aussi la fête de la musique en France, est-ce qu'il y a une fête particulière en Espagne ? Alors, il y a la fête de la musique avec bien sûr des musiciens comme en France, un peu partout. Et puis la fête de la Saint-Jean, qui est donc demain, est très marquée, donc la nuit du 23 au 24, est très très marquée en Espagne parce que il y a beaucoup de feux de la Saint-Jean, beaucoup de grandes fêtes, tu vois. Et je pense par exemple à Alicante. À Alicante, la Saint-Jean est très très marquée, très fêtée. Hein. Et alors il y a des feux qui sont superbes parce que ce sont des chars qui défilent et puis un petit peu comme à Nice. Et après, ils sont brûlés. Et souvent ces chars, ce sont des chars qui parlent de l'actualité, tu vois. Alors cette année, ça doit marquer, ils doivent être sympas parce que avec la crise et tout, ils doivent, je ne sais pas ce qu'ils ont dû prévoir, mais comme il y a beaucoup d'humour en Espagne, les chars ne doivent pas être tristes. Très bien, très bien. Merci Marie-Christine pour cette brève introduction. Et on passe à présent donc au grand sujet de l'actualité de cette semaine, en tout cas culturelle, je crois, hein, Marie-Christine, puisque c'est... Oui, voilà, pour changer un petit peu. Donc l'art roman, un art pleinement catalan. La Catalogne a toujours été un pays ouvert aux courants artistiques qui se sont succédés en Europe. Les deux courants qui l'ont le plus marqué ont sans doute été l'art roman, qui s'impose lors de la formation de la Catalogne historique, et le style moderniste, l'art nouveau, qui paraît lorsque la Renaissance atteint son apogée et la Catalogne reprend conscience de son identité. Le modernisme en Catalogne, le terme générique de modernisme désigne un vaste mouvement artistique apparu en Catalogne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Les tenants du modernisme entendaient repenser les répertoires figuratifs, les typologies architecturales et les éléments décoratifs traditionnels pour les mettre en accord non seulement avec les nouvelles techniques et les nouveaux matériaux industriels, mais aussi avec la sensibilité artistique de leur époque. Connaissant son apogée aux alentours de 1900, ce mouvement se manifeste comme une mode décorative qui repose sur les lignes sinueuses et asymétriques, sur une ornementation florale et coloriste et qui va affecter l'architecture autant que les arts décoratifs ou appliqués. On y retrouve les vitraux, la
céramique, le fer et autres métaux, mobilier ou encore d'autres domaines du design tels que l'orfèvrerie, l'affiche, les arts graphiques et même la typographie. L'époque est celle qui précède la Première Guerre mondiale, une époque brillante en Europe. C'est la belle époque, imprégnée d'une indéfectible foi en les progrès techniques et scientifiques et marquée par une relative prospérité économique, par une grande créativité dans les domaines de l'art et de la culture, symbolisme en littérature, influence de Wagner en musique et de Nietzsche en philosophie, et par la montée des mouvements sociaux. Dans les domaines de l'architecture et du design s'impose alors Gaudi. Gaudi, c'est le grand architecte de Barcelone, d'une grande originalité et d'un génie exceptionnel. Oui, Gaudi va dépasser le cadre du mouvement artistique en concevant une œuvre organique qui a pour caractéristique une totale maîtrise des structures et des matériaux, ainsi qu'une grande capacité d'expression proche du symbolisme lorsqu'il s'agit de thèmes religieux. Sont considérés comme disciples directs de Gaudi Rubio, Belver, Jujol et Martinel. L'accession d'intellectuels du mouvement moderniste aux sphères du pouvoir et de la politique aboutit à une nouvelle proposition culturelle baptisée le noucentisme, qui, trouvant le modernisme par trop subjectif ou teinté de décadence, entend le remplacer par un style plus ordonné et un retour aux sources classiques et méditerranéennes. Et bien sûr, quand on va à Barcelone, on ne peut pas ne pas voir la Sagrada Familia, qui est donc la grande cathédrale de Gaudi, qui vient d'être, qui n'est pas terminée, loin de là, mais l'intérieur est déjà fini. Et puis, le pape est allé il y a peut-être une année, même pas, pour donc la déclarer basilique. Et ça y est, la messe peut être dite dans la Sagrada Familia. À Barcelone, il y a aussi le Parque Güell, qui est magnifique. C'est aussi une œuvre de Gaudi. Il y a aussi des maisons. Vraiment, cet art moderniste en Catalogne est à voir, parce que vraiment, c'est beau, quoi. D'accord. Très bien. Oui. Merci. Voilà, Martin, j'aimerais bien donner envie aux gens d'aller découvrir toutes ces belles choses. Effectivement, Marie-Christine, effectivement, il n'y avait pas d'autres sujets, bien sûr, cette semaine? Non, ben, la prochaine fois, on parlera un peu de l'art gothique en Catalogne. Donc, tu vois, l'art roman, l'art gothique. C'est vrai que la Catalogne est très, très riche dans ce domaine artistique. Oui. Et il y a aussi des abbayes, des monastères superbes, un peu partout. Comme en France. Oui, voilà, exactement. D'ailleurs, c'est la même influence. Hein. Et on retrouve... En somme, il n'y avait pas de frontières pour l'art. Oui. Oui. Et quand on voit les artistes espagnols qui allaient à Paris, parce que Paris, c'est la consécration, eh bien, on le trouve normal, quoi. Oui, très bien. Oui. Très bien. Merci encore, Marie-Christine, d'avoir été avec nous cette semaine. Avec plaisir, Martin. Et n'oubliez pas que nous nous retrouverons la semaine prochaine. Dimanche prochain, on sera déjà le 1er juillet. Et oui, ça passe, hein. Voilà, et puis ce soir, on va voir le match. Et non, le match a déjà eu lieu, pardon, Marie-Christine. Il a eu lieu? Ah oui, d'accord, c'est vrai. Ben, tu vois, comme moi, je suis pas très foot, alors du coup, je pensais que c'était... Ah, peut-être que vous parliez du match de l'Italie face à l'Angleterre ce soir également. Et puis... Moi, je suis pas trop le foot, mais je savais qu'il y avait qu'il y a l'Euro, c'est ça? Oui, vous avez eu le résultat là tout à l'heure dans les dernières brèves, enfin dans les news en général. Donc voilà. Voilà, ben écoute, tu vois, moi j'en étais encore au tennis de Roland Garros. Oh là là. Le sport, c'est pas ma passion pour le moment. Et oui. Voilà. Bah, chacun sa passion, vous c'est la culture. Ah oui, moi j'aime bien, oui. Voilà. À chacun sa passion. Merci encore Marie-Christine d'avoir été et de nous avoir accompagnés
d'avoir été avec nous donc ce dimanche soir. Et Voilà, bien, bonsoir Martin. merci beaucoup et à la semaine prochaine. Voilà, à bientôt. Et vive le sport. Et vive le sport. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous et toutes de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas que nous nous retrouvons dès samedi sur Big Radio pour une toute nouvelle émission du Grand Journal. À samedi donc. Et bonne semaine à vous tous. D'ici là, portez-vous bien.